Semaine prochaine. Le prochain président de la Commission européenne, Jacques Santer, a réparti hier les portefeuilles entre les 21 membres de sa future équipe. Le Français Yves Thibault de Silguy obtient celui des affaires économiques et monétaires. Eddy Cresson, elle, est chargée de la recherche et de la formation. Les deux se disent satisfaits de cette répartition. En revanche, le Britannique Leon Brittan, qui n'a pas obtenu le portefeuille réclamé, menace à présent de démissionner. Et puis on vient de l'apprendre, une bombe a explosé ce matin à l'entrée d'une église à Bagdad. Le premier bilan fait état de 4 morts. C'est demain que le parquet du tribunal de Paris doit ouvrir les 2 informations judiciaires concernant le patrimoine de Gérard Longuet. Hier, le ministère de la Justice a donné son feu vert. Cette décision pourrait déboucher sur la mise en examen de l'ancien ministre de l'Industrie. Un triple meurtre découvert à Ligny en Barrois dans la Meuse. Les crimes auraient été perpétrés au cours de la nuit. Le procureur de Bar-le-Duc s'est rendu sur les lieux et le meurtrier aurait été arrêté et ce serait un marginal de la région. Et puis autre fait divers tragique, l'assassinat hier d'un couple de garagistes à Marcilly dans la Manche. Le couple a été tué à coups de fusil de chasse. C'est leur fille, âgée de 14 ans seulement, qui serait selon toute vraisemblance l'auteur de ce meurtre. Un enfant de 2 ans à peine a été retrouvé hier après-midi sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute. Il avait échappé à la vigilance de son grand-père. L'enfant a parcouru près de 2 km à travers champs avant de pénétrer sur l'autoroute au moment où la circulation était très dense. Heureusement, quelques minutes plus tard, un automobiliste s'est arrêté pour récupérer le bambin qui a retrouvé finalement sa famille morte d'inquiétude depuis sa disparition. Paris piéton, Paris cycliste aujourd'hui. Les voies sur berge sont fermées à la circulation depuis 10 h ce matin et elles le resteront jusqu'à 16 h 30. Une opération du même type avait été organisée en juillet dernier, opération qui avait remporté un franc succès. Tout de suite, les prévisions de la météo avec Sophie Levers. Cet après-midi, encore 2 poids 2 mesures. La moitié nord reste sous les nuages et sous la pluie, la moitié sud sous de belles éclaircies. Bref, la routine. Je vous propose de regarder tout ça dans le détail. Le ciel sera couvert et pluvieux sur la Bretagne, la Normandie et la Picardie, la Champagne-Ardenne, l'Alsace-Lorraine et la Franche-Comté. Les passages nuageux seront nombreux sur le nord et la région parisienne. Sur le reste du pays, le ciel sera variable ensoleillé. Les rafales de vent atteindront jusqu'à 80 km/h près de la Manche et 60 km/h au nord de la Loire. On jette un petit coup d'œil sur les températures. Elles gagnent quelques degrés. La minimale sera de 15 degrés à Lille, la maximale de 22 degrés à Perpignan. Il fera 16 à Paris et 14 à Bruxelles. Tout de suite, Télé Dimanche avec Michel Denisot. Je vous souhaite une excellente après-midi. Comment tu m'as trouvé? S'il demande un café, le rôle est pour toi. Pause. On a bien mérité un café. Lavazza, celui que les Italiens préfèrent. Ce soir, pas besoin de lunettes en relief pour admirer ces 2 colosses. Le seul colosse ici, c'est Sonic et c'est pas une belette comme l'autre. Il a jamais été aussi en forme normale, c'est mon protégé. Protégé, t'as raison, il va en avoir besoin car Knuckles, c'est le dernier cri en matière d'action avec des coups comme t'en as jamais vu. Monsieur, du calme et laissons place à l'action. Oh là là, une magnifique brique de Sonic, une course de Knuckles. Oh, vous le croirez ou non, mais Knuckles ose même s'attaquer à vos anciens jeux Sonic. Il les métamorphose. Sonic et Knuckles sur Mega Drive. Sega! Les piles Duracell sont vraiment différentes. Tout simplement parce qu'elles durent longtemps. Vraiment très longtemps. Piles Duracell, elles durent vraiment plus longtemps. Oh ben non, chérie, pas les fleurs, je vois plus rien. Richard, tes pieds, s'il te plaît, merci. Ah, le ballon! Bien fait. À table! Ah ben non, pas maintenant, c'était les dimanches. Salut, Nicolas Sarkozy, ministre de la Communication depuis juillet 1994, est à Télédimanche aujourd'hui, du début à la fin.
Avec lui, nous parlerons de choses sérieuses, l'évolution du paysage audiovisuel français depuis 10 ans, les rapports entre la télé et le pouvoir, la redevance, le rôle de la télé dans sa décision de faire de la politique. Bonjour. Et des choses plus légères. Vous serez soumis à un quiz télé pour savoir quel téléspectateur vous êtes, si vous regardez beaucoup la télé. Vous aurez les résultats d'un sondage Louis Harris Télé Dimanche pour savoir où les Français vous verraient si vous faisiez carrière à la télévision. Il y a d'autres invités dans cette émission que nous allons voir arriver à leur tour. On commence par Mimi Mati, la reine de l'audimat depuis la rentrée. Bonjour, Télé Dimanche, Michel Denisot, le président du Paris Saint-Germain. C'est cela, Thierry. Thierry qui est suivi de Jean-Michel Larquet. Ils font partie, tous les deux, des vedettes télé que vous, Nicolas Sarkozy, vous préférez. Bonjour, je cherche Jean-Éric Biel. Depuis un an. Alors, c'est Canal+, c'est une chaîne... Et Yves Lecoq, Les Voix des Guignols, Eh bien, allons-y. où vous avez fait depuis quelque temps votre première apparition. Il y aura bien entendu un reportage sur l'affaire de la semaine en télévision, l'arrêt de tout le tout-team de Christophe de Chavannes sur TF1. Quand j'ai dit autour de moi que je vous invitais, on m'a dit « Mais pourquoi Nicolas Sarkozy à Télé Dimanche ?» J'ai dit « Parce que c'est le ministre de la Communication. » On m'a répondu « Et alors ?» Et alors, quel est le lien entre le ministre de la Communication aujourd'hui et la télévision ? Bon, ben, quand ça va mal et qu'il y a un problème, je dois intervenir. Et quand ça va bien, il faut surtout que je disparaisse. Alors en 10 ans, la télé française a connu une vraie révolution organisée par les politiques. Vous allez me dire ce que vous en pensez après avoir fait cette revue de détail avec Christian Desplaces. 30 octobre 84, il y a 10 ans, pour composer sa soirée télé, il suffisait de savoir compter jusqu'à 3. Au programme, ce soir-là, après les 20h, Cousteau sur TF1, John Wayne sur Antenne 2 et Laurel et Hardy sur FR3. La télévision française se résumait à un trio de chaînes publiques. Dix ans plus tard, 30 octobre 94, les Français reçoivent 6 chaînes hertziennes, plus 16 supplémentaires en français sur le câble. L'offre de programme a été multipliée par 7, mais en 10 ans, l'audiovisuel a grandi dans la douleur. « 4 novembre 84, naissance de Canal+. 186 000 abonnés sont tentés par la première télévision privée et payante. Pas d'appel d'offres préalable, une concession d'émettre pour 10 ans une chaîne dirigée par un ami du président de la République. Les critiques fusent et prédisent à Canal+ un avenir catastrophique. Et pour ne rien arranger, 2 mois après la naissance de la chaîne cryptée, François Mitterrand vient bouleverser le jeu et annonce la création de télévisions privées en France. La volonté du pouvoir se matérialise à l'antenne le 20 février et le 1er mars 1986. La 5 et TV6 sont nées. L'une, la 5, aime les fictions et les paillettes, signées Berlusconi. L'autre, TV6, les clips non-stop. Les opérateurs des 2 chaînes ont été choisis par le gouvernement. En France, les politiques peuvent baptiser les chaînes de télévision, mais aussi leur donner l'extrême onction. 86-88, l'alternance, la cohabitation, Jacques Chirac, Premier ministre, François Mitterrand, président. TV6 a 1 an et ne sera jamais adulte. Le 13 arbitre passe à la guillotine en ayant le sourire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore 5 minutes. La chaîne est remplacée par M6. Du nouveau aussi pour la 5. Vous n'êtes pas en présence d'un homme seul. La 5 ne change pas de nom mais d'opérateur. Robert Hersan fait ses débuts en télévision et l'information arrive à l'antenne. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi les informations de la 5. La même année, 1987, TF1 est privatisé et vendu au groupe Bouygues. Madame, monsieur, bonsoir. Ce journal que vous allez le suivre est le dernier 20h de TF1 Service Public. Le mot à la mode, le mieux-disant culturel. Et pour se faire pardonner les télévisions commerciales, la France s'offre la 7. Diffusée par satellite quasi invisible, la chaîne culturelle viendra squatter les samedis de FR3. La danse contemporaine entre 2 journaux régionaux. La 7. Dès 88, nouvelle alternance politique. Devant le CSA qui a remplacé la CNCL, qui a remplacé la Haute Autorité, la 5 cherche un nouveau repreneur, achète et candidat. Mais au gouvernement, on parle d'une chaîne de trop. Réglementation, quotas, coupures publicitaires, les télévisions doivent jongler avec les décrets. La 5, il laissera sa peau.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Pour nous et pour vous qui êtes fidèles à la 5, ce 17 décembre est une journée particulière. C'est le jour du dépôt de bilan. La 5 se taira le 12 avril 92. Quelques mois de silence, Arte, la culturelle franco-allemande, vient occuper les soirées d'un réseau en jachère. On en est là. 84, 94, post-scriptum, Canal+ est un succès, la télévision publique, France Télévisions, existe toujours, mais rien qu'à France 2, on a vu défiler 7 présidents en 10 ans. Le tout s'appelle le PAF. Alors Nicolas Sarkozy, pour la classe politique dans son ensemble, est-ce que c'est un bon bilan? Bon, il y a eu des crises, on a pris du retard, il y a eu des loupés, je pense notamment au câble et à la fin de la 5 première période. Mais dans l'ensemble, 10 ans pour stabiliser le paysage audiovisuel, je crois que les crises étaient inévitables. Et là, on arrive à peu près à l'équilibre. Alors, à chaque changement politique, il y a des changements à la télévision. Est-ce qu'il y aura un jour une période de stabilité? Tout le monde la promet, mais personne ne la tient. Honnêtement, le changement politique... Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait une évolution? Non, on arrive maintenant à un moment où il faut être adulte. Honnêtement, depuis 19 mois, il n'y a pas eu de changement politique à la télévision. Depuis 19 mois, il y a eu la création de la 5e chaîne qui commencera à émettre sur le canal de Arte pendant la journée. Mais ce n'est pas un changement politique. Donc je crois qu'on arrive à une stabilisation. Finalement, le résultat n'est pas si mal. Canal+, c'est la première chaîne cryptée européenne et TF1, c'est la première chaîne privée européenne. Est-ce que c'est la télévision ou est-ce que la télévision a joué un grand rôle quand vous avez décidé de faire de la politique? Est-ce qu'elle vous a donné envie de faire de la politique? Non, elle n'a fait qu'amplifier mon envie de faire la politique. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ce métier, de m'engager, de vivre la politique, et les émissions politiques m'ont intéressé. Mais on ne peut pas dire que c'est la télévision qui a fait que j'ai choisi de faire la politique. Est-ce que vous considérez que vous êtes un enfant de la télé? Oui. Alors, on se retrouve dans un instant, et on va voir en premier reportage l'évolution des émissions politiques à la télévision, puis nous recevrons Thierry Roland, et il y aura un quiz télé. Panasonic présente Télé Dimanche. Nicolas Sarkozy, quel est votre plus ancien souvenir d'émissions politiques à la télévision en tant que téléspectateur? Bon, c'est les premières heures de vérité, et puis je crois que ça doit être une émission qui était animée par Jean-Pierre Elkabbach chez Alain Duhamel, c'est pas si pas à armes égales. Qu'est-ce que vous aimez dans les émissions politiques? Parce qu'on va voir dans un instant une rétrospective de Michel Royer, mais on va se rendre compte que ça se ressemble presque toujours. Bon, moi, je voudrais vous dire peut-être que c'est un peu curieux de dire ça comme ça, j'aime la dramatisation. Je me souviens quand j'étais adolescent et que je regardais les émissions politiques, j'avais peur pour l'invité, même si celui-ci n'était pas de mes idées. Et je trouve que les émissions politiques, si on veut qu'elles intéressent, il faut qu'il y ait un droit de suite pour les journalistes, il faut qu'on puisse aller assez loin, il faut qu'il y ait un risque. Je crois qu'on a trop sacrifié à la prétendue proximité, il doit y avoir un enjeu. Il ne faut pas que ça soit ordinaire. Il ne faut pas que ça soit ordinaire, et puis il faut que ça soit une véritable épreuve. Que l'homme politique qui est là mette ses convictions sur la table, qu'on lui pose des questions, que ça soit difficile, et que vraiment celui qui regarde apprécie ce qui est une performance. Alors il y avait à la télévision des années 70, celle de Georges Pompidou, La Voix de la France, une règle non écrite, dite la règle de la séparation des genres, défendue par Pierre Sabag, à savoir pas de politique en dehors des émissions de politique, qui elle était alors étroitement surveillée par le gouvernement en ce temps-là. À Télé Dimanche, nous l'appliquons toujours, et c'est sans parler de politique, bien entendu, que nous allons survoler l'histoire des émissions politiques à la télévision, une histoire qui vous passionne, vous, et qui passionne les téléspectateurs. Michel Royer. À cause des élections présidentielles de 1965, les premières au suffrage universel, les premières aussi avec une campagne officielle à la télé, les Français ont pris goût au débat politique, et les politiques au passage sur les plateaux télé. La première émission qui fait date de 66, c'est Face à Face, une fois par mois à 20h30. Nous nous retrouvons donc ce soir pour un second face-à-face. Principe de base, un homme politique en vue répond aux questions de 3 journalistes de la presse écrite, debout devant des cubes, pendant 1 heure. Bien messieurs, que le premier de vous qui veut ouvrir le feu le fasse. Seconde idée, conserver la même musique de générique. Troisième idée, pratiquée depuis déjà 10 ans aux USA, confronter 2 hommes politiques d'opinion opposées sur un thème brûlant. Bonsoir. Ce nouveau numéro de Armes égales est donc consacré ce soir au thème « La politique et l'argent ». Nouveauté, chacun des 2 invités fait réaliser à son idée un film de 10 minutes sur le thème du jour. Ici le film voulu par Alain Savary, ancien premier secrétaire du Parti socialiste. 1 heure de vol de Mystère 20,
coûte 300 000 anciens francs, hors taxe. C'est parce qu'on avait censuré son film à lui dans son dos que Maurice Clavel, en 71, prononça son historique. Messieurs les censeurs, bonsoir. En direct pour la première fois, mesdames et messieurs, un invité pas content quittait un plateau de télé. Sur la 2, c'est bientôt Actuel 2. Donc, M. François Mitterrand, il n'est pas nécessaire de rappeler... Créé par Jean-Pierre Elkabbach, c'est l'examen de passage cathodique obligé. Vous interrogez Michel Bassy, du Figaro. L'invité comme un gibier face à des chasseurs. Dominique Padot, de l'Aurore. Et Pierre Senrichin, de Sud-Ouest. Alors, messieurs, qui veut ouvrir le feu ce soir? Ouvrir le feu, dit Jean-Pierre Elkabbach, dont le successeur, c'est-à-dire... Michel Rocard. Non, Jean-Marie Cavada décontracte un peu le Je vais vous genre. montrer tout de suite 3 images assez peu connues, en tout cas pas très courantes, de lui. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? À mon avis, ça va gommer définitivement l'image du technocrate, ça. Une fois par mois à 20h30 sur les 2 chaînes, les politiques font désormais l'événement, ou les 3 vérités, ou le grand débat. Un débat politique qui rassemble alors des foules inouïes, mais devant leur poste. Surtout à l'approche des élections, ou lorsqu'il y a de beaux duels à observer, lorsqu'il y a spectacle. Je vous dis, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cela ne m'est jamais arrivé, monsieur Barr, et vous seriez bien en peine de trouver une citation précise là-dessus. Bravo, monsieur Barr, on continue. Mais vous ne faites aucun effort, aucune concession, aucun geste nouveau. Vous attendez que le Parti Socialiste le fasse. Vous voyez pas que je vais mettre tout nu? La suite est connue. Les piliers de l'info sont remerciés en 81 et d'autres institutions télé se créent, bien installées depuis 10 ans dans les grilles et dans la vie politique. Une décennie pourtant très agitée, avec des télés qui ne peuvent plus consacrer de soirée au débat politique, sauf coups médiatiques ou moments de passion. Allez, quand tout à l'heure, vous avez eu cette très bonne idée, c'était une idée de télévision, de faire jouer et de faire chanter l'Internationale. Moi, je ne l'ai pas applaudi, l'Internationale. Je respecte les idées qui sont derrière. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis le fils d'un immigré hongrois qui, en 49, a fui la Hongrie, qui était son pays, où il était né, monsieur Ralit. Où il était né, monsieur... Voilà, ça c'était l'une de vos premières grandes prestations à la télévision avec Guillaume Durand. Quand vous voyez toutes ces images, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution ou qu'en fait c'est toujours la même chose, les émissions politiques? Non, c'est toujours un peu la même chose. Finalement, on s'aperçoit qu'il faut relativiser ce qu'on nous présente comme des grandes nouveautés. La vérité, je crois que quand un homme politique accepte le jeu de la télévision ou accepte le jeu du débat, il faut qu'il soit le moins encadré possible. Y a-t-il pas une réelle complicité entre les hommes politiques et les journalistes, même s'ils n'ont pas les mêmes opinions? Parce qu'on se rend compte que ce sont toujours les mêmes journalistes qui font toujours les émissions politiques. Oui, c'est très compliqué, les rapports entre les journalistes politiques et les hommes politiques. Il y a des rapports de confiance qui doivent s'installer, mais je ne crois pas au copinage. Alors vous avez fait 7 sur 7 il y a 15 jours, le lundi matin. Qu'est-ce que vous avez regardé en premier? L'audience que vous avez fait ou les reprises dans la presse de ce que vous avez dit? C'est même le soir, j'ai surtout écouté ce qu'on m'a dit mes amis, ma famille, mes proches, parce qu'on est tellement tendu avant une émission comme ça, on est un peu angoissé. Alors vous avez 3 casquettes effectivement, bon, ministre du budget, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Vous vivez entouré de caméras, en particulier le mercredi, jour du Conseil des ministres. C'est là qu'on vous attend, vous êtes le plus attendu à la sortie. Alors on va voir l'histoire des porte-paroles qui démarre dans les années 60, des porte-paroles face à la télévision. Ça démarre dans les années 60 avec le général de Gaulle, Alan Rothschild. Depuis le début de la Ve République, le Conseil des ministres se tient généralement le mercredi matin au Palais de l'Élysée. Il est loin le temps où ce rendez-vous gouvernemental monopolisait systématiquement une grande partie des journaux télévisés. Dans les années 60, un téléspectateur assidu de ces longues minutes de communication institutionnelle imposées, le général de Gaulle. Il s'arrangeait toujours pour être libre à 13h et à 20h, sauf cas de force majeure, sauf quand il recevait un chef d'État. Mais il tenait à savoir exactement ce qui se disait sur les ondes nationales et notamment sur la télévision nationale. Il n'y avait qu'une chaîne en ce temps-là. Dont l'information était étroitement surveillée par le ministre dit de l'information. Mais ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, bien que couvert systématiquement par les chaînes de télévision, le Conseil des ministres sert avant tout aux journalistes à tenter de recueillir des réactions des membres du gouvernement aux questions d'actualité. En fait, pour les journalistes, ça consiste à essayer de poser des questions aux ministres. Et puis, pour les ministres, ça consiste à en dire le moins possible parce qu'ils estiment que l'Élysée, c'est pas le lieu pour faire des petites déclarations. À l'issue du Conseil, à la demande d'Édouard Balladur, afin d'éviter toute cacophonie dans la communication ministérielle, un homme et un seul est habilité à parler. C'est le porte-parole du gouvernement, Nicolas Sarkozy. Du temps du général, le porte-parole, disons, était beaucoup plus réservé, pour ne pas dire secret vis-à-vis de la caméra, pas de
l'ensemble des journalistes, mais vis-à-vis de la caméra, que ne le sont les porte-paroles maintenant. Bien qu'à l'aise devant les caméras, en général, Nicolas Sarkozy tient à rester très prudent. C'est jamais un rituel parce que c'est le jour où on se méfie plus qu'il y a un problème. C'est pas que je me méfie de la presse, c'est que je me méfie de moi. Il faut jamais un mot de trop. Il vaut mieux en dire pas assez qu'en dire trop. En période de cohabitation, c'est à Matignon que se tient la conférence de presse hebdomadaire du porte-parole. Là encore, les chaînes sont systématiquement représentées au cas où. Pourtant, ce mercredi, tout le monde sait très bien que le gouvernement n'a rien à annoncer susceptible d'être repris dans les JT. La plupart des journalistes se sont déplacés pour participer en fin de lecture du compte-rendu à une discussion informelle de quelques minutes avec Nicolas Sarkozy. Sur l'affaire des lignes aériennes C'est un climat de confiance où on ne répète pas littéralement ce que je dis, mais je remets dans leur contexte les différentes déclarations, les différentes décisions qu'a été amené à prendre le gouvernement. Donc c'est un propos beaucoup plus libre qui permet aux journalistes d'illustrer leurs articles, leurs éditoriaux, avec un raisonnement qui va un peu plus loin, mais sans le mettre dans ma bouche. C'est ce qu'on appelle un propos off. Est-ce qu'un porte-parole a automatiquement la langue de bois? Il faut essayer de l'avoir le moins possible. Le moins possible pour les choses positives et le plus pour les choses négatives. Donc c'est un subtil mélange. Le 26 octobre dernier, les réels propos on du gouvernement étaient tenus par le Premier ministre lui-même. C'était sur France 2. Une extension spéciale du 20h lui était réservée. 42 minutes. 31% de part de marché, un bon score. En ces périodes troubles où les affaires font la une, voilà une communication maîtrisée. Est-ce que vous avez suivi des séances d'entraînement pour être bon à la télé ou pour faire de la télé? Non. Non, la réponse est clairement non. Je crois qu'à la télévision, on n'est pas trop mal lorsqu'on a quelque chose à dire et on est catastrophique lorsqu'on n'a rien à dire. Le problème est là. Quand Édouard Balladur fait le 20h de France 2 comme il l'a fait cette semaine, il le prépare comme vous vous préparez. Est-ce que vous participez à cette préparation? Est-ce que vous tenez compte de l'image? Oui, je participe bien sûr à sa préparation, mais ce n'est pas une préparation technique. On échange des arguments sur les sujets d'actualité. On essaye de calibrer avec lui les réponses. Après, il se détend et il va à la télévision. Et après, vous faites une autocritique, une critique avec lui? Après, je l'ai en général au téléphone après. Oui, mais vous savez, c'est extrêmement surprenant à la télévision, parce qu'en général, ça s'écoute avec les yeux. Vous parliez de 7 sur 7 tout à l'heure. Moi, j'étais très frappé parce qu'on se donne beaucoup de mal. On se dit, voilà ce qu'on va répondre précisément sur telle ou telle question qu'on va nous poser. Et le lendemain, on dit, oh, tu avais l'air de mauvaise humeur, ou tu avais l'air fatigué, ou oh, tu n'avais pas l'air de t'entendre avec Anne Sinclair. Ça s'écoute avec les yeux. Est-ce que vous vous souvenez de votre première télé, de vos premières télés? Écoutez, il y a dû en avoir une très enfouie en 1975, et puis ensuite, vers 1978, la campagne des législatives. C'est ça. Alors on a retrouvé cette image à l'INA, c'est celle la plus ancienne qui existe. C'est le 2 mars 78, vous aviez 23 ans. J'ai peur. C'était la campagne officielle des législatives pour le RPR. Vous étiez interrogé entre autres par Anne Sinclair. Ce soir, nous avons avec nous Nicolas Sarkozy, qui est étudiant, il a 23 ans, et François Maurice, qui est universitaire, vous êtes assistant en droit à l'université de Nanterre. On voudrait profiter de cette émission pour lancer un appel à tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Je sais bien que ça ne fait pas toujours moderne de dire on est gaulliste. Je sais bien qu'on dit pique-pendre sur le RPR et sur Jacques Chirac. Car sans l'adhésion des jeunes, aucun changement n'est possible. Et c'est pour cela que les 12 et 19 mars prochains, Jacques Chirac et les candidats du Rassemblement auront besoin de toutes les voix possibles. Et c'est pour cela que l'on gagnera. Bon, il n'y a pas que les autres qui vieillissent. Quelles sont les émissions que vous aimez et quelles sont celles que vous n'aimez pas? Vous préférez qu'on commence par ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime, c'est plus simple. J'aime beaucoup les émissions de reportage. Une de mes chaînes préférées, c'est Planète. J'aime l'émission de Sylvain Augier, Faut pas rêver. J'aime Thalassa, j'aime Ushuaïa. Ce sont vraiment des émissions qui me plaisent. Mais j'aime aussi les émissions de variété, comme Fréquence Star avec Laurent Boyer. Ce que j'aime pas, c'est à chaque fois qu'on oublie que la télévision, c'est un instrument pour se divertir ou pour apprendre. Bon, quand je rentre et que j'ai la chance de pouvoir regarder la télévision, je ne veux pas me replonger dans les problèmes d'aujourd'hui. Bon, on pourrait citer des exemples. Allez-y.
Oh, bah, par exemple, les reality shows. Je comprends qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça, et je ne critique pas d'ailleurs. À la place où je suis le dernier à pouvoir critiquer ou encourager, parce que ça prendrait une signification politique. Mais mon goût personnel, mais d'ailleurs, comme pareil quand je vais au cinéma ou quand je choisis un livre pour lire, j'ai pas envie de retomber dans les problèmes de tous les jours. J'ai envie soit de me distraire, et c'est pas mal de se distraire, soit d'apprendre. Alors, dans les choses que vous aimez beaucoup, il y a le sport, et il y a deux disciplines en particulier, le cyclisme et le football. Ah oui, le Tour de France, quelque chose que je ne rate jamais, les retransmissions depuis bien longtemps, le football, oui, je suis un fan notamment du PSG, puis j'ai un troisième sport, le tennis. En vérité, le premier journal que je lis le matin, c'est l'équipe, et par ordre de rubrique. Football, cyclisme, tennis. D'accord. Alors, parmi les gens que vous aimez bien à la télé et au football, il y a Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Ils sont là aujourd'hui, c'est pas une surprise pour vous. On leur a demandé de venir et ils sont toujours dans l'actualité puisqu'il y a toujours du foot et on est en pleine Coupe d'Europe. Voilà, Thierry et Jean-Michel. Alors, qu'est-ce que vous appréciez chez eux? Je suis un peu gêné parce qu'ils sont là. Moi, ce que j'aime, c'est d'abord, ils ont réussi quelque chose qui est très difficile, à marier l'enthousiasme et la qualité technique du commentaire. Ça me plaît, parce que je sais bien que par moments, on voudrait dire qu'on peut regarder le sport en restant froid. Moi, j'ai jamais pu être dans un stade ou le regarder à la télévision en restant froid. Et j'aime bien que celui qui commente, il soit passionné. Bon, ça, c'est une première raison. Puis une deuxième raison, ils m'en voudront pas, mais moi, Jean-Michel Larquet, Saint-Étienne, j'en ai rêvé. Et Thierry Laurent ne me voudrait pas dire... Il a fait une moins belle carrière de footballeur. Oui, mais quand j'étais adolescent, il était que je regardais les matchs à la télé, déjà là. Alors moi, j'aime bien parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux, il y a de l'enthousiasme, et quand on regarde un match à la télévision, bon, mais pour moi, c'est les 12e et 13e hommes, ça fait partie de la soirée. C'est gentil pour Thierry. Ouais. C'est sympa. Non, c'est vrai, c'est sympa. Bon, Thierry et Jean-Michel, alors Nicolas Sarkozy lit l'équipe tous les matins, il suit le sport de près. Est-ce que vous pouvez lui poser des questions sur le football pour tester ses connaissances? C'est affreux, parce que... C'est facile, des questions faciles, monsieur le ministre. Non, je préfère que vous me posiez des questions extrêmement difficiles parce qu'au moins j'aurais une raison de ne pas y répondre. J'ai cru comprendre que vous aviez du sang hongrois. Alors, c'est peut-être un petit peu vieux, mais enfin, le Major Galopin, vous savez qui c'est? Il a fini sa carrière au Real Madrid. Oui, et puis le dernier match de l'équipe de Hongrie en France, c'était à Colombes. Il a un nom typiquement hongrois. Oui. Allez, on-y. Ferenc Puskás. Ferenc Puskás. Mais enfin, voilà, vous posez... Non, mais ça, mais vous l'avez pratiquement dit. Oui, non. Est-ce que vous savez quel est le gardien de but qui a le plus de sélections en équipe de France? Non, écoutez, vraiment, je vous supplie. Non, demandez. Moi, je vous poserai des questions. Mais c'est Joël. Non, c'est Joël Batz. Alors, le courrier, on a commencé dans cette émission une série sur le courrier que reçoit la vedette de télé. On avait commencé avec Bruno Mazur. Alors, on va voir quelques morceaux choisis du courrier que reçoit Thierry Roland. Vous devez en recevoir beaucoup, Jean-Michel. Et vous aussi. Oui, vous aussi, monsieur le ministre, vous devez en recevoir, mais c'est sûrement pas de la même nature. C'est simple, moi je reçois 1200 lettres par jour. C'est pour des problèmes fiscaux? Ah oui, c'est assez peu pour me dire vraiment, vous avez vu, vous êtes un génie, on voudrait mieux vous connaître. Ouais. Oui, c'est en général pour demander quelque chose. D'accord. Et vous en avez reçu de Thierry et Jean-Michel, pas encore? Non, c'est le secret professionnel. Alors le courrier de Thierry Roland, lu par Alan Rothschild. Monsieur Thierry Roland, journaliste 3615, code TF1 France. Une image de mon pays. Monsieur Thierry Roland, salut. J'ai le plaisir de vous annoncer la naissance à Douala de mon fils le nommé Thierry Roland Takam, et je voudrais que vous soyez un ami à l'étranger pour lui. Si vous avez des enfants, ça pourrait être une bonne chose. Monsieur Thierry Roland, Fédération française de football association, journaliste français sportif. Je vous ai vu il y a une dizaine d'années avec une calvitie importante et depuis reprendre petit à petit votre volume de cheveux. Aussi je me permets de vous solliciter pour résoudre les problèmes de cheveux de ma femme. Suppositoire de mon cul. Monsieur page de pub, avec la tronche que vous présentez actuellement, ne faites pas un gosse, vous seriez obligé de le jeter. À l'avenir, veuillez utiliser du dentifrice parce que votre haleine est franchement désagréable. Thierry Roland, je vais te crever. Allez, l'Olympique lyonnais. Bravo, vous êtes une vedette comme un footballeur, petit Jérôme. Cher monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes l'un des majestueux journalistes sportifs que je porte sur le cœur. Je suis le père du petit garçon que je vais vous parler dans cette lettre.
Mon fils Loïc est décédé d'un cancer, il était âgé de 11 ans et demi. Sa passion était le football et son club fétiche l'Olympique de Marseille. Pour mon fils, je vous demande une faveur inoubliable. Pouvez-vous lui dédier cette finale de l'OM retransmise à la télé qu'il aurait tant voulu voir? C'est le plus grand cadeau que nous pouvons lui faire. Messieurs Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, commentateurs distingués TF1. Roland, rarissime orateur, offre aux téléspectateurs la vie tout en couleur. Artiste du micro, notre admiration pour le Dali du commentaire. Il y a vraiment de tout. Hein. Il a bien travaillé. Ah oui, il y a de tout. Ouais. Vous recevez quoi? Combien? 40 lettres par jour? Oui, enfin, ça dépend des périodes. Mais ça explique un petit peu, on me reproche de temps en temps de dédier tel ou tel match à telle ou telle personne. Je pense que le reportage de Alan a fait savoir pourquoi il faut le faire de temps en temps. Ça prend pas beaucoup de temps et ça fait tellement plaisir. Combien d'heures vous passez en moyenne devant la télé par jour? Je pense que vous n'avez pas beaucoup de temps. Est-ce que la télé fonctionne parfois sans le son quand vous travaillez sur des dossiers? Bon, mais j'ai passé beaucoup plus de temps parce que moi, je crois que je suis la première génération de la télévision. Tous mes examens, je les passais avec la radio et la télévision, comme un fond sonore. Chez moi, je me faisais toujours attraper à cause de ça. Maintenant, j'ai moins de temps pour la regarder, mais quand je rentre à la maison, en deuxième partie de soirée, c'est toujours pour regarder la télévision. La vraie détente, quand c'est fini, c'est la télévision. Alors, on va maintenant... Il y a un seul moment où je ne la regarde pas, c'est quand vraiment le gouvernement a des ennuis, là ça me mine. Alors on va regarder, vous allez être soumis à un quiz télé, donc sur vos connaissances télé, préparé par Véronique Jacquinet. Vous avez 10 secondes à chaque fois pour répondre, et il y a 3 propositions pour répondre à chaque question. Attention, vous êtes prêts, monsieur le ministre? Bon, on commence. Qui était le monsieur loyal de la piste aux étoiles? Raymond Marcillac, Roger Lanzac ou Jean Nohain? Roger Lanzac. Roger Lanzac. Comment s'appelle l'amoureux d'Hélène dans Hélène et les garçons? Nicolas. Sébastien, Geoffrey ou Nicolas? Nicolas. Je vais être suspecté. Nicolas. Gagné. Comment s'appelle la seule émission de télé consacrée au sida? Amoureusement vôtre, Sidaction ou Ruban rouge? Le ruban rouge. Ruban rouge. Avec qui Didier Roustan a-t-il commenté la Coupe du Monde de foot l'été dernier sur France 2? Jean-Pierre Papin, David Ginola ou Éric Cantona? Éric Cantona. Ouais, une belle histoire. Ah, c'est une belle histoire, ouais. Vous êtes représentant en chaussures, vous aimez... Et Canto, bien sûr. Qui présente le journal du Hard? Jacques Berroyer, Philippe Vandel ou Jérôme Bonaldi? À mon avis, Philippe Vandel. Philippe Vandel. Oui, ça, j'aurais mieux fait de me tromper. Sa chérie appelait-elle son mari? Mon bijou, mon nini ou mon minet? Ah, mon minet. Mon minet. Qui est le réalisateur de Taratata? Gérard Policino, Tintin Tarantino ou Renaud Cheminot? Renaud Cheminot. Gérard Policino. Qui partageait le lit de Pimprenel dans Bonne nuit les petits? Oscar, Nounours ou Nicolas? Une nouvelle fois, Nicolas. Nicolas. Quels sont les amuse-gueules préférés des guignols d'Alexandre et de Julie? Des saucisses, des cacahuètes ou des olives? Ah, des cacahuètes. Tu sais qu'est, Christine. Ah, regarde en dessous s'il n'y a pas des... Y a rien, y a des pistaches. Des cacahuètes. Ah, fais péter les pistaches. Quelle émission Alex Taylor présente-t-il sur Arte? Continental, Megamix ou Confetti? Continental. Ah non, c'est Megamix. Non. Vous avez choisi Confetti. Et enfin, monsieur le ministre, pouvez-vous nous chanter un générique de votre enfance? Au choix, Les Chevaliers du Ciel, Saturnin ou Zorro. Allez-y, on vous écoute. Pour vous aider, on vous a mis le début des paroles de chacun des génériques, justement. Non, vraiment, je me contenterais de dire que Les Chevaliers du Ciel, c'était Johnny Hallyday qui la chantait. Ouais. Alors, vous n'aimez pas le mélange des genres, hein? Bon, là, vous avez fait un bel effort et très beau parcours. Parce que vraiment, bon, il n'y avait rien de J'adore la chanson, mais je chante très mal. Et l'un de mes chanteurs préférés, c'est Johnny Hallyday. Et je me souviens très bien que je regardais Les Chevaliers du Ciel, et le générique, c'était Johnny qui a chanté.
Est-ce que ce quiz vous a changé les idées, vous a fait du bien? Ah oui, je trouve ça plus sympa que de répondre sur la situation économique. Bien. Et à mon avis, ça me permet d'avoir des résultats plus facilement et plus brillants. Vous aurez le temps de suivre les matchs de Coupe d'Europe la semaine prochaine sur Canal et TF1? Bien sûr, et puis même Dynamo Kiev, j'aimerais bien pouvoir venir. Bien. Qui joue contre eux? Moi, je me demande. Contre eux, c'est mercredi à 20h30. Faut pas oublier de mettre Daniel Bravo. Hein. Sur TF1. Merci. On se retrouve dans un instant. On parlera de choses un peu plus sérieuses. C'est pas grave, je vais le faire. On se retrouve dans un instant. On va parler de choses un peu plus sérieuses. C'est la redevance. J'espère, Michel Denisot, que vous parlerez vrai. Voilà, la redevance de Mimi Mati et du sondage Louis Arrest les dimanches qui vous concerne. Nous verrons ensuite le zapping et je recevrai avec vous Yves Lecoq et Jean-Éric Biel, des voix des guignols, des hommes politiques et des deux gars qui sont là. Panasonic présente Télédimanche. Nicolas Sarkozy, pourquoi avez-vous décidé cette semaine d'augmenter la redevance radio-télé? Oh, ben, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il y aura une chaîne de plus, la 5e, et qu'il n'est pas anormal d'augmenter la redevance pour financer la 5e. En vérité, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse plus appel à l'usager qu'au contribuable. C'est plus transparent et plus efficace. L'augmentation est de 6%. L'augmentation sera de 6%. Bon, c'est pas une consolation, mais la France est, avec l'Italie, le pays d'Europe qui a la redevance la plus faible. Est-ce que vous pouvez me dire un mot en tant que téléspectateur sur chaque chaîne de télé, car vous regardez un peu tout, vous zappez TF1. Bon, TF1, c'est le dynamisme du service privé. France 2. France 2, ce sont les obligations du service public. France 3. Les régions. Canal+. Le sport et le cinéma. Arte. La culture exigeante. M6. M6, la musique. Donc la prochaine 5e de la connaissance. Bon, j'espère que ça sera la formation et l'emploi. Le câble. Le câble, la diversité. Et vous regardez en particulier Planète. Oui, Planète. Et il y en a une autre que j'aime bien, c'est Canal Jimmy. Alors nous avons fait un sondage Louis Arrest les dimanches sur un panel de plus de 1000 Français pour savoir dans quel type d'emploi les Français vous verraient à la télévision au cas où. Alors PDG de chaîne, 59%, présentateur du journal de 20h à égalité avec animateur d'une émission, mais assez loin d'un poste de PDG, animateur d'un jeu, 6%, ne se prononce pas, 9%. Alors ensuite, on va voir plus précisément où on vous verrait. En numéro 1, PDG de TF1 à 62%, devant le service public. Ensuite arrive le premier poste d'antenne, présentateur du 20h de TF1, 50%, ça vous dirait? Écoutez, si je fais le métier de journaliste, je peux présenter le premier journal de France, oui, il vaut mieux ça, oui. Et PDG de TF1? PDG de TF1, ça peut me donner des idées, dans le fond, hein, quand j'aurai besoin de me recycler. Alors on revient... Mais à mon avis, j'aurai quand même une image à gommer. Ça risque de faire des histoires. Alors, animateur des chiffres et des lettres, et question pour un champion, 37 et 31%. Ben là, je suis déçu parce que je ne regarde pas trop les chiffres et des lettres, mais j'aime beaucoup Question pour un champion, animé par Julien Lepers. Avant d'être ministre... Vous y jouez? Non, oui, avant d'être ministre, ouais. je le regardais absolument toutes les fins d'après-midi. Et votre objectif, c'était de battre Ah non, j'y jouais, oui, les bien candidats. sûr. Ouais. Enfin, battre, non, je n'y arrivais pas parce qu'ils ont des candidats formidables. Maintenant, c'est un peu difficile d'interrompre mes rendez-vous entre 18h30 et 19h. Ça, je le regrette vraiment. Et on passe aux 6 derniers choix. Animateur du juste prix, pour un ministre du budget, c'est pas mal. Ou que le meilleur gagne pour quelqu'un qui s'occupe de campagne électorale, c'est pas mal non plus. Et enfin, Studio Gabriel, nulle part ailleurs, tout le tout team, qui s'est arrêté, on va y revenir dans quelques minutes, et animateur de Fréquence Star. Alors, pour faire de l'audience depuis la rentrée, il y a une recette, c'est inviter Mimi Mati, qui va nous rejoindre. Partout où elle passe, l'audience monte, et j'espère que ça va encore marcher aujourd'hui d'ailleurs, même si, comme nos confrères d'Envoyé spécial qu'on va entendre, nous ne cherchons pas à faire de l'audience en vous invitant, mais à faire notre travail sérieusement. On va voir tous vos passages télé avec Sandrine Roustan. Depuis La Nounou pas comme les autres, Mimi Mati est championne de l'audience. Avec ce téléfilm dont elle est l'actrice et l'auteur, elle a réuni plus de 12 millions de téléspectateurs. La meilleure audience de France 2 pour une fiction, toujours confondue. Bonsoir. Un mois plus tard, C'est votre ville lui consacre ses 90 minutes. Pour la première fois, elle est l'invitée principale d'une émission. Là aussi, c'est un record d'audience. Attends, je prends mon cabas. Oui. Avec 6,3 millions de téléspectateurs, c'est la meilleure audience de cette émission. Dès que Mimi Mati est invitée, l'audience est au rendez-vous.
Elle a réussi à fédérer le plus grand nombre. Elle a séduit aussi bien les médias que son public. Dernière émission en date, Envoyé spécial. Jeudi dernier, elle réunissait plus de 5 millions d'entre nous, la plus forte audience de ce magazine depuis le début de l'année. Et il se trouve qu'elle représentait un maximum de qualité qui nous permettait à nous de faire un bon reportage. Que l'audience vienne après, tant mieux. Très sincèrement, si ça ne vient pas, tant pis, très profondément, tant pis. On a vraiment, encore une fois, eu un vrai coup de cœur pour cette jeune femme, pour cette jeune comédienne. Si l'audience est au rendez-vous, tant mieux. Si elle n'est pas au rendez-vous, tant pis. Allez. Salut tout le monde. On peut dire aujourd'hui que Mimi Mati n'a plus de problème de communication. Bientôt sur les planches du Splendide, les télés lui ouvrent leurs portes. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 10 ans, c'est évident que c'était pas aussi simple que maintenant. Quand j'ai appelé certaines émissions il y a 10 ans, on me disait ah oui, toi et ta petite, on n'a pas vraiment envie de voilà. C'était pas gagné. Jean-Jacques Vanier s'occupe de Mimi depuis le théâtre de Bouvard en 82. Il la suit sur tous ses déplacements. Direction le plateau de Que le meilleur gagne spécial cinéma où elle est invitée. Ça n'arrête plus pour Mimi. Allô? Jean-Jacques? Oui. Oui, je viens d'avoir cette discussion. Ah, le 20h ce soir avec Mimi ou on peut pas le refaire après? Oui. Ah. Bon, là, je te dis oui tout de suite. Et là, laisse-moi le temps, parce que Mimi est dans un taxi devant, on est en train de se suivre, là. On va sur un plateau et... D'accord? À tout à l'heure, je t'embrasse, au revoir. C'est une belle revanche pour Mimi Mati. Hein. Oui, c'est une belle revanche. Le C'est vrai 20h que... de TF1, c'est la première fois? C'est la première fois. Bon, devine ce qui se passe pour ce soir. Je sais pas. PPD a appelé, on fait le 20h ce soir. Sinon, on ne peut pas le faire autrement, parce qu'il n'y a que des matchs de foot à partir du 7. Alors, est-ce que tu veux bien le faire ce soir? Oui, mais il faut que je passe un coup de fil. Faut que tu passes un coup de fil? Je vais mourir. Viens, ma Invitée du plus regardé des journaux télévisés, Mimi Mati est définitivement entrée dans la cour des grands. Comme invitée, Mimi Mati pour le spectacle qu'elle donnera au Splendide à partir du 8 novembre. Comment vivez-vous cette période euphorique? Ça fait beaucoup de plaisir, ça fait du bien, mais je voudrais dire aussi que c'est pas venu d'un coup. Ce que disait Jean-Jacques Vanier, mon attaché de presse, c'est que j'ai pas tout d'un coup, on s'est pas dit ah elle existe. Ça fait 10 ans que petit à petit j'essaye de dire voilà je suis là, j'arrive, j'ai envie de faire ça dans le métier, j'ai envie de le faire de la façon la plus belle possible. Donc maintenant le message est passé. Après que je fasse de l'audience, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Je suis ravie. Mais il ne faut pas que le jour où je fais un peu moins, si je fais un jour 49%, on va dire « Oh, bah, les dents, elle est nulle. Hein. » Mais c'est très sympa à vivre. Mais là, bon, vous sentez qu'on vous invite aussi parce que ça fait de l'audience? Il y en a que je refuse. Hein. Ouais. Je fais que des émissions que j'aime bien. Lorsque on appelle votre attaché de presse pour que vous fassiez le 20h de TF1, c'est le soir où certainement la rédaction de TF1 vient d'apprendre qu'Édouard Balladur est au journal de 20h de France 2. Je voudrais m'excuser auprès d'Édouard. Je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas. Vous lui direz? Bien. Nicolas Sarkozy, vous sentez, vous, parfois aussi que vous avez fait une très bonne audience à 7 sur 7, où bon, vous avez été l'invité principal avec Naomi Campbell. Est-ce que ça change les choses, les demandes? À mon avis, Naomi m'a aidé. Elle est mieux que moi? Hein? Non, c'est pas le même style. Elle est un peu plus colorée. Moi, c'est pas le même style. Mais moi, j'avais vu l'émission que vous avez consacrée Frédéric Mitterrand. Vous étiez avec vos parents, ma famille, et vos sœurs, je crois, oui. Et ça avait été bouleversant. Pourquoi? Parce que c'est la télévision qu'on veut voir simple, sans travestir ses émotions. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure sur Jean-Michel Larquet et Thierry Roland? La télévision, c'est la vie. Et il ne faut pas masquer ses émotions. Et c'est des moments rares, c'était des moments de plaisir. Merci. Vous avez refusé combien d'émissions cet an dernier? Je sais pas, ça fait très prétentieux de dire ça. Je sais pas, une quinzaine. Alors qu'avant, c'était... Avant, on m'en refusait une quinzaine. Merci Mimi. Vous restez avec nous. Alors tout le team sur TF1, donc c'est fini ou suspendu. On saura exactement la semaine prochaine. La chaîne a diffusé jeudi soir Crocodile Dundee 2 à la place de l'émission de Christophe de Chavannes. Alan Rothschild et François Hubert Rodier ont suivi les audiences. D'abord à l'audimat, puis au tribunal des référés. Mi-septembre, Christophe de Chavannes rayonnait. Les courses automobiles l'amusaient. Il mettait tranquillement en place les 4 émissions que sa société produisait pour TF1.
Il travaillait et communiquait un peu partout sur son nouveau challenge, un 20h50 hebdomadaire que la Une attendait impatiemment et en laquelle toutes les centrales d'achat d'espace croyaient énormément. Il a fait depuis 6 ans un très beau parcours et que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un bel avenir devant lui. Donc il y a évidemment une confiance, je dirais, de la même nature que notre confiance à nous. On lui fait confiance. Le 29 septembre, l'émission démarre à l'antenne sans pilote préalable. Lors de la préparation de Tout le Tout Team, Christophe de Chavannes a bénéficié d'une totale liberté de conception de la part de la direction de TF1. Le seul objectif implicite qui lui aurait été clairement précisé, être numéro 1. Le lendemain, le Mediamat tombe sur les bureaux de l'état-major de TF1. Les parts de marché réalisées par l'émission sont insuffisantes, largement insuffisantes pour la chaîne leader. La première de Tout le Tout Team a été battue par le magazine Envoyé spécial, diffusé à la même heure sur France 2. Elle enregistre de plus des scores inférieurs à ceux obtenus en moyenne par les fictions proposées dans cette case horaire l'an passé. TF1 est obligé d'accorder immédiatement des compensations financières aux centrales d'achat qui ont payé l'espace publicitaire au prix fort. Les tarifs des écrans de Tout le Tout Team sont logiquement revus à la baisse. Les deuxième et troisième émissions enregistrent les mêmes résultats médiocres. L'audience de la quatrième laisse présager une crise grave. Le 20 octobre dernier, moins de 5 millions de téléspectateurs sont restés sur la Une, quelques minutes seulement après le journal de 20h de PPDA. Le vendredi 21 octobre, au regard des résultats catastrophiques réalisés par Christophe de Chavannes, Étienne Moujotte lui aurait annoncé la quasi-certaine interruption immédiate de Tout le Tout Team. Après un week-end de réflexion, une décision définitive lui devrait être notifiée par le PDG de la Une, Patrick Lelay. Lundi après-midi, l'enfant prodige de la Une semble condamné par ses patrons. Ces derniers ont lancé la fabrication d'une bande-annonce en urgent. Elle est diffusée à 20h39. Elle annonce que Tout le Tout Team sera remplacé le jeudi 27 octobre à 20h50 par Crocodile Dundee 2. Crocodile Dundee 2, jeudi 20h50 sur TF1. Ce même jeudi 27, coup de théâtre. Christophe de Chavannes et sa société Coyote Conseil assignent TF1 en référé devant le tribunal de grande instance. Ils demandent la lecture d'un communiqué annonçant que la déprogrammation de Tout le Tout Team se fait au mépris du contrat liant les deux parties. Bonsoir, Télédimanche. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis très satisfait, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce qui a été décidé? Le président a décidé un communiqué qui sera diffusé ce soir à la fin du journal de 20h. C'est la fin de ce journal. Il faut quand même que je vous dise qu'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris m'amène à vous lire le communiqué suivant. TF1 considère qu'elle ne peut diffuser ce soir l'émission de Christophe de Chavannes, Tout le Tout Team, produite par Coyote Conseil. Christophe de Chavannes et Coyote Conseil contestent cette suppression car ils estiment qu'elle va à l'encontre du contrat liant les deux parties. La société TF1 est en désaccord avec cette position. La justice est saisie des différends opposant les parties. Christophe de Chavannes a donc obtenu gain de cause quant à la lecture d'un communiqué. Les deux parties sont cependant amenées à se revoir à 21h pour aborder le problème des dommages et intérêts. Deuxième étape. Deuxième étape. La demande de dommages et intérêts porte sur plusieurs points. D'une part, de Chavannes estime que la déprogrammation de Tout le Tout Team nuit gravement à son image et à celle de son émission. D'autre part, l'arrêt de l'émission mettrait la société Coyote dans une situation financièrement dangereuse. TF1 de son côté avance que l'émission n'a été que suspendue pour quelques semaines. Christophe de Chavannes de répondre « Je ne peux pas reprendre cette émission, vous l'avez jetée à la poubelle. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas de retour à l'antenne avant 95. » Comment ça s'est passé? La décision sera rendue le 3 novembre. J'ai confiance en la justice de ce pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais la chaîne leader dans ce pays, avec son animateur vedette, se retrouver devant les tribunaux, ça fait quoi? C'est à eux qu'il faut demander ça. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Pas du tout. Mais j'ai confiance dans la justice de ce pays. Merci. Vendredi soir, suite du feuilleton, TF1 annonce la programmation d'une émission de Christophe de Chavannes pour le jeudi 17 novembre à 20h50. De Chavannes sera-t-il au rendez-vous? Et si oui, aura-t-il le temps de modifier la formule de son émission pour renouer avec un succès audimat? Et sinon, par un joli retournement de situation, De Chavannes risque cette fois d'être celui qui ne respecte pas le contrat le liant à la chaîne. Nicolas Sarkozy, l'image que la télévision donne de vous, c'est aussi celle du bébé de show et des guignols. Alors commençons par celle des bébêtes. Comment la vivez-vous? Je vous dirais que c'est plutôt mes enfants qui me la racontent parce que bon, moi je trouve ça très drôle quand c'est les autres. Avec moi j'ai un tout petit peu moins de sens de l'humour. Donc je sais pas, c'est pour me protéger, je le regarde pas tous les jours, quoi. Mais le lendemain, mes enfants m'en parlent. Et puis dans la cour de l'école, on en parle, quoi. Le coup des pantoufles pour tonton Édouard, je suis au courant. Mais pas en live, pas en direct, hein, en différé. Personne dans votre cabinet vous en parle?
Si. Mon directeur de cabinet, toute l'équipe, ils se retrouvent parce qu'ils ne nous prêtent pour rien au monde, soit les Guignols, soit le Bébête. Ça les fait beaucoup rire. Mais en général, ils ferment la porte. Ouais. Alors, au Guignol, vous êtes arrivé plus tard. Je crois que vous avez fait votre première apparition le jour où vous avez annoncé les conditions du renouvellement de la concession de Canal+, qui était sûrement un hasard. Ah, c'est vraiment dommage d'arriver tard. Ça nous paie. Et on va chaîne, maintenant il y en a 2. Voilà. Et au Guignol, bon, c'est une grande famille. Il y a les auteurs, les manipulateurs, ceux qui fabriquent les guignols, etc. Puis il y a les voix. En voici 2, Yves Lecoq et Jean-Éric Biel, qui vont nous rejoindre. Et le temps que nous regardions le zapping, ils vont s'installer et vous serez face à eux. Que faites-vous exactement? Je travaille dans le domaine des encres de sécurité. Une maison qui fait des encres de sécurité? De sécurité, les encres utilisées pour l'impression des billets de banque. Intéressant. Je crois que nous avons un petit problème avec ce sujet. Je pense que nous allons le résoudre. Moi aussi, j'ai des petits problèmes pour vous voir en ce moment. Et vous aussi? C'est la folie, avec Philippe Risoli. C'est la folie, avec Philippe Risoli. Juste après, on va aller au bal, on va se faire une assiette de moules frites. Allez-y, vous allez voir, c'est quelqu'un pour vous au téléphone. Vous croyez c'est un œuf dur, ça? Oui, ben oui. Est-ce que vous entendez quelque chose? Parlez, peut-être que vous entendez. Allô? C'est de sauver 150 emplois d'une part et d'installer un centre de recherche de la SNCF pour en emmener 200 autres. Il a fait un titre, un sketch musical de 3 minutes qui était uniquement basé sur le rire. Oui. D'ailleurs, je peux rire quand je veux. Comme ça? Oui. Tu peux rire comme ça, sans effort. Et tu peux redescendre. E-C-O-U-T-E. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. On manipule le corps comme une sorte de terre glaise pour en faire autre chose, pour le magnifier, pour le rendre plus énigmatique, plus mystérieux, moins animal. Les hommes du monde occidental actuellement sont beaucoup plus sages qu'ils l'ont été ces précédents siècles. C'est un vrai celui-là. Freud a dit que le lapsus n'était pas révélateur. Celui-ci l'est peut-être. Ah oui, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime, qui m'aime, et je me dis, ouais, t'es gonzesse là, mon vieux, elle est terrible. Étrange et pénétrant. Ce n'est pas sale. Il sera dépositaire d'une mémoire obscure, tissée d'énigmes et de beauté, héritier du livre laissé par la nuit. Les vents le maintiendront humble et fier, debout, hors de toute défaite. Nous proposons des croisières échangistes sur un catamaran de 31 mètres de long, en hiver aux Caraïbes, en été en Méditerranée, au prix de 25 000 francs la cabine la semaine. Dans un couple, quelle est la différence de taille idéale entre un homme et une femme? 1m75. Bien, quand on a préparé l'émission, Nicolas Sarkozy, vous m'avez dit 20 ans de boulot pour arriver à cette image de porteur de pantoufles. Et oui, mais ça prouve qu'il faut être modeste, avoir du recul et puis pas hésiter à rire. C'est pas grave quand même. Hein. Yves Lecoq, vous faites combien de voix dans les Guignols? Je ne parlerai pas de chiffres devant le ministre de l'économie. Non, je ne sais pas. En sachant tous les jours, on en rajoute tous les jours, donc je ne tiens pas une comptabilité très sérieuse. Moi, pareil. Bon. Qui fait la voix de Nicolas Sarkozy? C'est moi qui ai essayé jusqu'à présent. Oui. C'est difficile à... On a trouvé quand même un accent, un petit accent déguisé qui est proche de celui d'Enrico Macias. Mais la difficulté, c'est justement que ça ne ressemble pas à Enrico. Ça donne quoi? Je vous dis précisément, monsieur Denisot, que je ne veux pas parler au-delà de ce qui m'est imparti par monsieur Balladur, puisque nous ne devons pas parler avant janvier 95, s'il vous plaît. Bien. Vous avez préparé tous les deux quelques interventions d'hommes politiques avec Nicolas Sarkozy. Oui, alors tout à fait, monsieur Denisot. Et puisque vous me posez la question, je vous dirais ceci. Personnellement, j'aime beaucoup la télévision, n'est-ce pas? Et notamment, j'aime beaucoup Daniel Gilbert, une femme charmante, aussi honnête que moi. Et j'aime beaucoup les émissions comme Sacrée Soirée, ou bien aussi, comment s'appelle-t-elle, Tournée Manège. Ah, mais c'est des émissions pour les vieux, ça. Enfin, pas du Non, mais ça passe même plus à la télé. Quand je pense que l'autre jour, il s'est endormi devant son poste, il attendait d'Éric. Il est persuadé que la 5, ça existe encore. C'est dilué, ça. Pas vrai, Charles? Parfaitement. Et moi, je vous dirais une chose.
c'est que personnellement, ce que je préfère, ce sont les émissions policières. Commissaire Navarro, commissaire Derrick, commissaire je sais plus qui. Et de temps en temps, quand je trouve qu'il n'y en a pas assez, je fais moi-même des émissions policières le soir dans les actualités. Charles, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis calme. Les Français nous regardent. Un peu de patience, plus que 6 mois. En attendant, laissez Jacques Toubon s'occuper des programmes. Fou, mais les programmes, oulala, dites-moi, les programmes, qu'est-ce que c'est les programmes? C'est que moi, j'ai pas eu le temps, avec tous ces hommages que j'ai faits ces temps derniers. Voilà, ah oui. Alors, figurez-vous que j'ai été au MIP TV. Eh bien, je peux vous dire que j'ai acheté des tas de programmes inédits. Il y aura, dans les grilles de rentrée, Saturnin le Canard, Mission Impossible, et un feuilleton qui, je vous garantis, fera un tabac en France, Les Incorruptibles. Parlons-en des Incorruptibles. Il serait temps que la morale revienne à la télévision et que des émissions comme Le Jour du Seigneur soient diffusées à des heures de grande écoute. Voilà ce que je peux dire, c'est tout ce que j'ai à dire, de façon à ce que les vraies valeurs prônées par le Tout-Puissant parviennent aux Français. Le Tout-Puissant, hein? Le Tout-Puissant, je ne t'ai pas tardé à vous donner de ses nouvelles, hein? Vous savez, Monsieur Sarkozy, je me souviens, moi, de ce feuilleton français qui m'a beaucoup amusé. Ah, comment ça s'appelait déjà? Ça passait entre Marseille et Valenciennes ou Béthune, voilà, Béthune, hein? Avec ce gars-là qui fait... vous savez, qui est artisan, donc qui fait, je ne sais plus, des tacteurs, chanteurs, déménageurs. Comment s'appelle-t-il déjà? Oh, laisse François, je vais le faire t'écrever. Non, mais écoute, il y a un moment où il faut savoir rajeunir l'équipe, c'est tout. Et la politique, c'est comme le foot. Il faut changer les joueurs de temps en temps. Il faut qu'il y ait des joueurs sévèrement burnés, pas vrai, Denise? Non, réponds, Denise. Désolé. Oh, il est bizarre, je sais. Bien, merci. On en parle au gouvernement des Guignols? Oui. Oui, ceux qui disent qu'on n'en parle pas, c'est pas vrai. Parce qu'on en parle, mais en général, on en parle quand ils ont été très bons, c'est-à-dire très durs, contre ceux qui sont nos concurrents. Et sinon? Quand c'est soi-même qui est en dirigeant, ouais. Oui, on est très discret. Ouais. Oui, ça, je suis très discret sur mes prestations aux Guignols. Oui, oui, ça j'avoue que je ne m'en vante pas. Il y en a qui sont jaloux de ne pas y être encore. Oui, mais enfin ça, quand ils y arrivent, en général, ils comprennent vite. Il y en a qui aimeraient bien ne pas y être. Et le Premier ministre vous en parle aussi? C'est plutôt moi qui lui en parle. Ouais. Je n'ai pas lu les journaux, je ne sais pas. Merci à tous. Merci Nicolas Sarkozy. Merci. La semaine des Guignols, c'est naturel, c'est maintenant.